Donc, si je peux rebondir sur cet exemple pour faire l'analogie avec le monde entreprise, je vais prendre l'exemple de la productivité. Donc, quand on regarde la productivité de l'employé aujourd'hui, et pour ne pas citer des produits spécifiquement, aujourd'hui, on est capable, lors de l'utilisation, de dire pour l'employé, est-ce que cet employé-là, il est en train d'être connecté 18 heures par jour ou 16 heures par jour? Est-ce qu'il est en train de soutenir ce rythme-là pendant une période de l'année qui est très poussée? Ça veut dire que cet individu-là, il va falloir le manager pour ne pas arriver dans des situations équivalentes à la blessure. Aujourd'hui, on est capable de déterminer la performance de l'utilisateur de manière très très intuitive pour dire son temps de réponse par rapport aux mails qui ont été traités ou pas, combien de temps on est en train de mettre par rapport aux différentes requêtes à traiter. Donc aujourd'hui, on est capable de gérer la performance et de faire attention aussi à l'individu au sein de l'entreprise en utilisant cette collecte de données qui est vraiment équivalente à ce qui se passe dans l'activité des joueurs. Juste un exemple par rapport, parce qu'il y a un parallèle avec l'entreprise. Moi, je me rappelle une fois, Arsène Wenger, il perdait 3 fois le championnat. Et c'était Manchester qui était champion. Il arrive à son bureau, il appelle un recruteur, Jean-Pierre doit connaître, Damien Comeli. Il lui dit, est-ce que tu sais pourquoi on n'est pas premier? Pourquoi on est deuxième? Parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises veulent être leaders. Il lui dit, j'espère bien le savoir. Ben, il lui donne une feuille. Il lui dit, on est deuxième parce qu'on est deuxième partout. On est derrière Manchester partout, sur tous les chiffres. Sur les duels, sur le nombre de passes, sur les courses, sur. Et c'est là qu'il fait un partenariat avec Abisco et qui utilise Prozone. C'est un logiciel qui donne des informations individuelles et collectives. Après, il n'y a pas que ça, encore une fois, mais après, il y a eu les Invincibles en 2004 où ils gagnent le championnat sans perdre un match. Voilà. Et le départ de l'histoire, c'est que Arsène Wenger, il a fait une réflexion par rapport aux chiffres. Pourquoi il n'arrivait pas à être premier devant Manchester? Et pourquoi Manchester était premier 3 années de suite? Il a sorti les chiffres, il est allé plus dans le détail, il a cherché pourquoi ils étaient battus à chaque fois, et après il a trouvé la réponse, ils se sont améliorés, ils ont gagné les titres. Voilà, aujourd'hui l'industrie propose énormément de solutions, effectivement, pour le sportif. Jean-Pierre, vous avez pas seulement été joueur, vous avez été entraîneur aussi. Quand vous entraîniez, est-ce que la technologie nouvelle vous aidait à préparer un match et comment? Bien sûr que la technologie nous aide parce que, comme le disait mon voisin, c'est vrai que les chiffres sont importants. Malheureusement, il n'y a pas que les chiffres. Et les chiffres, il faut savoir les interpréter. Et il faut savoir aussi que les joueurs les interprètent comme ils veulent aussi. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu fais des séances d'entraînement où tu dois aller à une certaine fréquence cardiaque, il y a des joueurs qui disent « moi, je vais à cette fréquence cardiaque ». Leur maxi, il est fréquence cardiaque. Et sauf qu'à un moment, quand tu veux accélérer, ils te disent « non, je ne suis pas dans la bonne fréquence cardiaque ». Donc, à un moment, que tu aies des chiffres ou tu n'aies pas des chiffres, tu leur dis « c'est bien gentil, mais les cardio, on va les enlever ». Parce qu'en match, on n'a pas la fréquence cardiaque à atteindre. On a un point A, un point B, il faut aller le plus vite possible. Et le jour où on a fait ça, on a amélioré les performances mais de 20 ou 30%, ce qui est énorme sur des courses. Par exemple, donc les joueurs, il faut faire attention avec les chiffres. Les chiffres, c'est très important, effectivement. Ça donne des repères, mais les joueurs peuvent les interpréter aussi de manière différente. Alors nous, c'est vrai qu'à l'époque, j'entendais parler du système Amisco. C'est vrai que le système Amisco est très important. C'est ce système-là qui donne les rapports de match le lendemain. Mais par contre, le système Amisco, il y a une petite faille, c'est que les petites courses de 5, de 4, 3 mètres, 5 mètres, 6 mètres, ils ne te les donnent pas. Or, dans un match de football, quand on est attaquant, comme moi j'étais par exemple, les courses de 5-6 mètres, mais j'en faisais certainement 100 fois. Et si j'avais fait ces courses-là aujourd'hui, le système Amisco ne me les aurait pas données dans mon rapport. Donc c'est vrai qu'après, on peut mettre aussi les puces GPS. Ce qu'on fait à ce moment-là, ça nous donne exactement les données recherchées. Et on peut aussi mettre dans les chaussures, puisque dans les chaussures, maintenant, ils mettent des puces où tu peux savoir combien de fois tu as frappé, à quelle vitesse tu as frappé. Donc c'est vrai que tout ça, c'est important. Après, il reste une chose à régler, et ça, c'est le plus important, c'est le talent. Parce que même si Joachim Löw, il avait toutes les données possibles et imaginables, tu joues quand même le Brésil. Le Brésil, c'est quand même une équipe de surdoués. Et que si à un moment, ils veulent dépasser le cadre des chiffres, ils peuvent dépasser le cadre des chiffres. C'est-à-dire que le talent aussi, il sert aussi à ça. C'est qu'à un moment, même si le cadre il est défini,
tu peux passer à travers, tu peux passer à côté, tu peux passer au-dessus, tu fais ce que tu veux, parce que tu as des joueurs qui sont capables de le faire. Après, bien sûr, quand les chiffres sont là, que les mecs respectent, c'est plus compliqué pour l'adversaire, bien sûr, de te prendre à défaut. Mais le talent sert aussi à ça, et ces joueurs-là sont capables de faire 100 fois mieux. C'est intéressant de penser aussi, en parlant de préparation, juste je reviens sur cette thématique-là, mais pour faire des comparaisons avec il n'y a pas très longtemps, pour préparer un match de foot, aujourd'hui, évidemment, vous savez très bien qu'un entraîneur de club, il peut aller s'appuyer sur toutes sortes de ressources pour avoir des informations sur l'adversaire. Je me souviens très bien d'une discussion que j'avais eue avec Michel Hidalgo, l'ancien entraîneur de l'équipe de France, quand l'équipe de France a gagné l'Euro en 1984. Bref, quand il était joueur, Michel Hidalgo, il était avec le club, le Stade de Reims, et il m'avait raconté les premières années de la Coupe d'Europe. Donc là, on parle des années 50, et pourtant, il n'y a pas si longtemps. Il m'a raconté que lorsqu'ils allaient à l'extérieur jouer contre un club, par exemple, il m'a dit un jour, un club hongrois, il a dit, mais déjà, pour y arriver, il fallait un certain temps, mais il dit, sur place, on n'avait jamais vu un seul de leurs joueurs, et on découvrait sur place comment ils jouaient. D'ailleurs, ce jour-là, il m'a dit, on a pris 4-0 en première période, le temps de comprendre ce qui se passait, et on a fini par faire un match 4-partout. Il n'y a pas très longtemps finalement, mais aujourd'hui on a une telle richesse d'informations, plus jamais on va faire un déplacement sans savoir exactement ce que nous avons en face. Et je pense que vous êtes d'accord, Jean-Pierre, peut-être que vous avez eu un match un peu comme ça, où vous avez joué contre un club que vous ne connaissiez pas. À l'OM en 89, on joue en quart de finale en huitième de finale contre Tirana. Et il a été impossible aux dirigeants de trouver une image de l'équipe de Tirana. En provenance de l'Albanie. De l'Albanie. À l'époque. Et en fait, on les a reçus en premier. Donc, on a gommé de suite les espoirs qu'ils épuisent au retour. On leur a mis 5 ou 6 buts. Mais quand on les a rencontrés, les premiers quarts d'heure, on ne savait pas à qui on avait affaire. Alors que normalement, on sait qui on a en face, comment ils jouent, quelle organisation ils ont. L'animation qui prône offensivement, défensivement. On sait tout en fait. Et ce jour-là, pendant un quart d'heure, on était un peu perdus, parce que le temps que notre jeu se mette en place, on ne savait pas comment ils allaient réagir. Donc on a fait ce qu'il fallait pour leur mettre pas mal de buts. Alors qu'aujourd'hui, il y a des technologies qui... Vous pouvez, parce que vous avez dit tout à l'heure, en tant qu'entraîneur, vous pouvez faire des demandes... Maintenant, il y a des entreprises qui arrivent à avoir tous les matchs de tous les pays du monde. Et tu appelles, c'est même une location, je crois, à l'année. Tu les appelles 5-6 jours avant. Tu leur dis, voilà, la semaine prochaine, on joue telle équipe. Je voudrais que tu me fasses les coups de pied arrêtés, l'animation offensive, l'organisation, l'animation défensive. Ça va durer un quart d'heure. Et 2 jours avant de jouer le match, tu reçois ton DVD que tu passes aux joueurs. Et comme ça, tu sais exactement à quoi t'en tenir et contre qui tu vas jouer et comment tu vas jouer. Et si jamais tu prends un but sur coup de pied arrêté, tu sais... Mais t'en prends toujours, parce que la perfection n'existe pas. Justement. Et un coup de pied qui ne sera pas arrêté. Alors, je ne sais pas si vous avez noté, je pense que c'est une première mondiale pour un événement qui est organisé par une société telle que Business et Décision, où on vient de passer les 15 dernières minutes à parler de Big Data sans prononcer le mot Big Data. Parce que c'est ça, on parle de capteurs, on parle de métriques, on parle de GPS, on parle d'images, de collecte, d'analyse dans un temps très rapide. Le joueur qui part avec sa clé USB après le match, on est dans le Big Data. Et il l'aborde d'un point de vue de la performance, on peut l'aborder dans une entreprise du point de vue du ROI également. Et Youssef, peut-être, qui doit s'impatienter de prendre la parole, qui brûle de l'intérieur. Ces problématiques de Big Data, toi qui parcours quand même pas mal la région, qui vois pas mal de clients différents, comment est-ce qu'elles sont abordées aujourd'hui? Est-ce que tu sens que c'est en train de prendre, on en est loin? Comment ça se passe? En fait, ce que j'observe, c'est que le trend qui est derrière le Big Data, en fait, le Big Data est un terme aujourd'hui très marketé. L'avantage de cela, c'est qu'il est arrivé aux oreilles des managers. Donc, les managers se sont dit, c'est quoi ce truc-là, Big Data, c'est à la mode, les Américains l'ont fait, on veut le faire. C'est exactement ce qui se passe, tant au niveau du secteur public que du secteur privé aujourd'hui, au niveau de la région. Je parle de la région Maghreb. Ils ont pas mal investigué la chose et ils ont compris que c'était quelque chose qui pourrait leur permettre de créer de la valeur en termes de stratégie de l'entreprise
mais qui pouvait aussi leur permettre de faire plus d'argent, plus de retour sur investissement. Ce qui fait aussi le bonheur des statisticiens, des analystes, des data scientists quand ils existent au sein des entreprises. Malheureusement, dans nos pays, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas très souvent, ce n'est pas le cas. Et ça leur permet donc de valoriser leur travail et de revenir vers leur manager pour leur dire « achetez-moi telle et telle solution qui va me permettre de te donner tel et tel résultat et qui va te permettre de générer tel et tel chiffre d'affaires au retour sur investissement ». Donc, sans parler de big data, big data, encore une fois, c'est quelque chose de concret, mais on n'y est pas aujourd'hui. En toute sincérité, au niveau de la région, c'est encore au stade, allez, pas embryonnaire, mais c'est beaucoup plus un terme qui est pris dans un sens beaucoup plus marketé. J'entends par là aujourd'hui que beaucoup de sociétés privées et publiques possèdent une très très grande quantité de données propres qu'elles ne savent pas exploiter aujourd'hui. Donc elles ont de la donnée, elles ont un historique qui a 10 ans, 20 ans, 30 ans, qu'elles ne savent pas exploiter. Pourquoi elles ne savent pas les exploiter? Parce qu'elles ne ont pas cleané la data. Elles ne savent pas comment faire de la data quality. Et c'est dans ce cadre-là que nous, chez SAS du moins, avant d'aller vendre une solution à un client, nous lui proposons de faire le ménage dans sa donnée, de cleaner sa donnée, d'accord, de faire de la data quality, et ensuite de passer au stade suivant, qui est de découvrir la donnée, triturer la donnée, mettre en place des modèles algorithmiques ou des modèles, je ne sais pas, business, intégrer des règles de gestion et des règles business pour enfin passer au mode production qui peut être ou des règles ou des alertes, ou par exemple le lancement d'une campagne marketing, ou de la prévision, ou de la prédiction, etc. etc. Autre chose que je voudrais rajouter, c'est que ce que j'observe, hein, ça c'est le terrain, que les managers soient conscients de la force de la donnée hein, dans son ensemble aujourd'hui et qu'ils y voient une vraie valeur ajoutée, est très bien. Il n'empêche que, comme je l'ai dit tout à l'heure, très souvent dans notre région, il n'y a pas de statisticiens dans les entreprises, il n'y a pas de data scientist, il n'y a pas d'analyste. Donc, c'est bien d'être conscient de cela, c'est bien d'être conscient que la donnée peut ramener de la valeur, générer de l'argent. C'est bien de pouvoir acheter des solutions, mais ça ne suffit pas. Si nous n'avons pas des gens compétents qui savent appréhender la donnée, qui savent cleaner la donnée, qui savent triturer la donnée, qui savent produire des choses à partir de la donnée, ça ne sert strictement à rien. Donc encore une fois, je vais paraître un peu bizarre, je ne devrais pas être comme ça en tant que commercial, je devrais vendre, mais je ne veux pas vendre quelque chose qui n'est pas utilisable. Donc avant d'utiliser un outil ou d'acheter un outil d'analyse ou de statistique ou de big data ou whatever, comme vous voulez, il faut absolument avoir des compétences au sein de l'entreprise qui sachent utiliser ce genre de choses. Et je reviens par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Lorsqu'un coach ou un manager d'équipe voit des données, ce n'est pas des données qui tombent comme ça, c'est des données qui sont préfabriquées, triturées, préparées et produites et lancées par des statisticiens. Les scouts dont vous parliez tout à l'heure aujourd'hui, ils sont remplacés par des statisticiens dans les entreprises footballistiques. C'est exactement le cas. Donc vraiment, je milite pour ça. Nous ne pouvons pas parler de big data, nous ne pouvons pas parler de data, nous ne pouvons pas parler de valeur s'il n'y a pas les compétences humaines au sein des entreprises pour pouvoir gérer ce genre de choses. Oui, c'est très important de souligner ce besoin de savoir utiliser cette information. C'est la clé pour un club sportif comme pour une entreprise, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait avec toute cette information? Comment trier cette information pour en tirer bénéfice? Et les clubs de football sont passés par là. Il n'y a pas très longtemps, les clubs de foot étaient très contents de vendre le maillot, par exemple, dans les magasins. Sauf que à un moment donné, ils se sont dit, attends, là, on prend une petite marge sur les maillots, mais c'est même pas nous qui vendons le maillot. Donc, évidemment, il a fallu passer de ça à créer ses propres sites web, et puis après, plus important encore, des apps. Les apps, vous le savez très bien, permettent au moins d'avoir du data pour toi, et établir un lien vrai avec ton support, avec ton fan, et à partir de là, commence à bien connaître le client de demain. Parce que ça a été ça pendant longtemps pour les clubs de foot. Ils étaient là, ils voyaient une industrie qui était en train de faire énormément d'argent, mais les clubs avaient du mal à monétiser eux-mêmes
ce que c'était le football. Et ce n'est qu'avec beaucoup de retard qu'ils se sont mis grâce à la technologie, mais parce que le côté humain n'y était pas dans un premier temps, ils n'avaient pas cette expertise au milieu du club, au cœur du club, et ils ont eu du retard à se mettre en place pour enfin comprendre les avantages qu'ils pouvaient avoir. Si je peux me permettre de raconter un exemple concret de ce que vient d'expliquer Dan concernant l'implication et la valeur de l'application dans cette interactivité. Je vais prendre l'exemple de Real Madrid, sans offenser personne. En fait, le Real Madrid, assez connu, s'est rapproché de Microsoft pour leur dire aujourd'hui, on est en train de communiquer dans un seul sens avec les utilisateurs. Et on n'a pas le feedback des utilisateurs, qu'est-ce qu'ils voudraient avoir. On n'a pas leurs préférences. Et donc leur approche était vraiment de partir construire cette application pour récolter ces informations et avoir une pertinence un peu plus élevée par rapport à chaque utilisateur et de traiter chaque utilisateur comme étant unique, pas comme la masse. Et à partir de ce moment-là, ils ont été capables, mais je vais cibler vraiment un des services, ils ont été capables de dire cette personne-là ou ce fan-là, eh ben, il est plus intéressé par tel joueur que par on va dire, Ronaldo. Et à partir de ce moment-là, ils ont été amenés à lui pousser les maillots et la disponibilité des maillots, comment il pouvait acheter le maillot au lieu d'avoir la publicité uniquement sur le maillot de Ronaldo. Ils ont poussé les analyses et les statistiques du joueur lui-même. Et ben, cette interaction-là, cette récolte de données en allant dans les deux sens, eh ben, on est capable aujourd'hui d'avoir, pas la décision, mais l'aide à la décision, comme a dit Youssef. Donc on le voit qu'il y a c'est pas évident hein, à traiter comme problématique parce qu'il y a besoin de données, d'être en mesure de récolter de la donnée, de l'analyser et puis et surtout il faut les bonnes personnes derrière, les bonnes compétences. Aziz, justement peut-être sur une thématique qui n'est pas évidente, hein, vous êtes dans la communication, dans la promotion derrière, comment est-ce que vous arrivez aujourd'hui à mesurer le retour d'investissement, retour sur investissement? En fait, quand on fait une stratégie de communication ou même des campagnes de façon plus récurrente, si on ne mesure pas tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait mal son boulot déjà. Donc c'est hyper important d'avoir des KPI qu'on suit tout au long de l'année. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est vrai qu'on commence à parler un petit peu d'indicateurs, ça devient vite chiant et barbant, je pense. Donc on va rester un petit peu en hauteur, mais sur le plan publicitaire et digital, on suit la mémorisation, l'exposition, l'appréciation, la préférence de marque. Ça, c'est plus sur le long terme ou même pour les campagnes publicitaires. D'un point de vue digital, on a deux types de KPI qu'on suit aussi régulièrement et qu'on optimise au fil du temps, donc au fil des jours, des semaines et des mois, selon les indicateurs en question. Mais typiquement, si je prends un exemple concret, si quelqu'un vient sur mon site web, j'ai envie de savoir d'où il vient. Pourquoi il est venu, qu'est-ce qu'il a tapé comme mot-clé sur le moteur de recherche pour atterrir sur le site. Quand il est allé sur le site, qu'est-ce qu'il a vu comme page, combien de temps il est resté sur cette page-là, pourquoi il lui a plu, s'il y a un taux de rebond, pourquoi il est parti, pourquoi il n'est pas resté, s'il est passé sur le site la partie e-commerce, je veux savoir ce qu'il a acheté, est-ce qu'il a acheté ou pas, s'il est parti, je veux savoir pourquoi il est parti, etc. etc. Donc ça peut durer des heures, hein, on peut en parler, mais on a beaucoup de données. Et le digital, c'est un terrain de jeu formidable pour la data, ça on le connaît tous, on peut tout mesurer, tout ce qu'on fait est mesurable. Et sur la publicité également, un petit peu moins, mais on a quand même des indicateurs qu'on arrive à suivre, des pré-tests, des post-tests, des focus group, des questionnaires, des omnibus, bref. Donc je vais m'arrêter là peut-être, mais en tout cas, il y a tous ces KPI qu'on suit, Conti et Cali, de façon régulière et pour faire bien notre boulot et pour optimiser nos campagnes de communication, ouais, en effet. Très bien. Donc sans transition, je vous propose de passer sur le troisième thème, qui est la préparation avant match. Donc toujours un peu dans cette logique, comment est-ce qu'avant on se préparait sur cet avant-match, la rencontre, la compétition, et comment est-ce qu'on traite cette problématique aujourd'hui dans le domaine du foot? En fait, aujourd'hui, on a tellement d'informations, comme on a dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas de surprise. Quand on arrive le jour du match, il n'y a pratiquement pas de surprise. On sait exactement à quoi s'attendre, on connaît l'adversaire, on connaît les joueurs, on connaît le profil de chaque joueur, on sait comment l'équipe elle se comporte le jour du match. Donc sur la préparation du match, on montre aux joueurs des vidéos de l'adversaire
Tout à l'heure, on parlait de vidéos et de chiffres. Moi, ça m'est arrivé de discuter avec des joueurs le lendemain de match. Ils disaient ouais, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'étais là, j'étais à 1 mètre, j'étais à 2 mètres. Après, une vidéo ou un chiffre, ça vaut 1000 paroles. Quand on est dans le bureau et que je leur montre les vidéos et qu'on fait un visionnage individuel ou que je leur montre des chiffres, et là, c'est la réalité. Les chiffres, ils ne montent pas, la vidéo, ça ne monte pas. Donc, non, après, psychologiquement, il y a une manière de faire les choses. C'est pour ça qu'on fait du visionnage individuel. Par exemple, des fois, dans une entreprise, on fait des réunions de groupe. Des fois, vous avez un commercial, vous l'appelez tout seul pour ne pas le dévaloriser. Et c'est ça qu'on fait dans le foot. Mais il y a des moments aussi où il faut toucher. Pardon? Ouais. Donc, mais des fois, il faut toucher le joueur dans son amour propre. Il faut lui montrer ça. Il faut lui dire c'est là que tu t'es trompé, c'est pour ça que tu n'as pas été bon. Mais il y a tellement de paramètres qu'on ne contrôle pas. C'est en dehors du terrain que c'est un peu compliqué. Mais aujourd'hui, ça nous permet de préparer les matchs, d'avoir plus de visibilité. Encore une fois, il faut réduire les incertitudes. Pour être performant, il faut réduire les incertitudes. Il n'y a pas d'autre solution. Jean-Pierre parlait de talent, je suis tout à fait d'accord. Il y a une étude qui a été faite dernièrement, et des Anglais qui l'ont faite, sur 10 000 matchs de Champions League. Et ils ont sorti que c'était 50% le talent et 50% la chance. Sinon, c'est pour ça que c'est aléatoire le foot. Sinon, la logique voudrait que le plus fort gagnerait à tous les coups. Et c'est pour ça que le Barça peut perdre, que le Real peut perdre, que les grosses équipes peuvent perdre. Que l'Est peut être champion Exactement. en Angleterre. Oui. Par contre, sur l'Ester aussi, pour rebondir sur les chiffres, les sites de paris spécialisés, ils ont prévu que Riyad Mahrez allait être meilleur joueur de la saison par rapport à ses chiffres de l'année dernière. Et ça, c'est toujours dans la lecture, dans les prévisions, dans la réduction de l'incertitude. Après, comme on dit, c'est l'interprétation. C'est l'interprétation de ces chiffres, c'est l'interprétation des données qu'on a, c'est sortir de tout ça, ce qui peut nous aider à progresser. Machini, quand il était à Manchester City, moi je me rappelle très bien, il faisait tirer les corners sortants. Après, ils ont fait de la vidéo et ils sont partis voir pourquoi ils ne marquaient pas sur 20 ou plus de 20 matchs de corner, et ils ont changé la stratégie. Et ils tiraient les corners entrants et ils ont mis des buts, ils ont gagné le titre. Mais c'est pas ça, encore une fois, il faut pas oublier le facteur humain. Pour moi, le plus important, c'est l'humain. On parlait tout à l'heure de compétences, c'est l'homme qui est à la base de tout ça. On peut avoir des milliers de chiffres, mais la base de tout ça, c'est l'homme. C'est faire bon usage, c'est comment lire les chiffres, on peut changer de stratégie, on peut montrer des choses, mais si le facteur humain n'existe pas, parce que aujourd'hui, je reviens au foot, parce que je suis dans le foot, on fait beaucoup de social. On est dans le social, on est dans le relationnel, on est dans la psychologie, encore une fois, avec les joueurs. On ne peut pas avoir le même discours. On ne peut pas avoir le même discours avec tous les joueurs. Chaque joueur a son propre discours. Il y a des discours de groupe, il y a des discours individuels. Et c'est que comme ça qu'on peut optimiser les performances. Tout le monde veut être premier, tout le monde veut gagner. Il n'y a que ça qui compte dans le foot. Jean-Pierre, vous vouliez ajouter quelque chose? Ouais, il est allé sur la fin sur ce que je voulais ajouter, mais en fait, on peut avoir tous les chiffres possibles, inimaginables. On peut être préparé dans tous les sens. Après, bien sûr, il reste l'humain, l'homme, ça c'est important. Et qu'à un moment, il faut revenir aux vraies valeurs du football, qui sont la motivation, qui sont la solidarité, etc., la fierté. Et ça, c'est pas dans les chiffres. Ça n'existe pas dans les chiffres. Tu peux faire tous les chiffres que tu veux, ça, tu ne l'as pas. Donc après, le rôle du coach aussi, c'est gérer les égos des uns, les égos des autres, et surtout le talent des uns et des autres. Malgré tous les chiffres. Et les chiffres, pourtant, sont importants. Mais l'humain est aussi important. Donc on voit au niveau de la préparation d'avant-match, donc c'est le moment où j'essaye de faire face à la compétition. Et quand je lance une nouvelle offre, je fais face aussi à la compétition. Est-ce qu'on traite une offre aujourd'hui différemment qu'avant? Est-ce qu'on la prépare différemment qu'avant? Est-ce qu'il y a d'autres mécaniques? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je vais, ou peut-être Aziz aussi, vous pouvez compléter, ou faire, peu importe, enfin, l'idée c'est de faire le lien avec l'entreprise. Donc aujourd'hui, je vais essayer de lancer une nouvelle offre sur mon marché. Est-ce que
je m'y prends différemment? Est-ce que j'utilise de la donnée? Est-ce que j'essaie d'être plus agile, d'être plus réactif, du temps réel? Est-ce que voilà. Aujourd'hui, les solutions qui sont sur la place, il n'y a pas que ça, il y a Microsoft, il y en a d'autres, permettent aujourd'hui aux marketeurs, puisqu'on parle de marketing, là on est bien d'accord, de mieux cibler leurs clients. Ça sous-entend une connaissance 360 degrés des clients, ok, pour savoir quoi leur vendre, à quel moment et comment. D'accord? Donc voilà, concrètement, je pense que c'est une réponse courte, mais voilà exactement ce que permettent aujourd'hui les outils de statistique, les outils d'analyse prédictive et d'analyse en général. Alors, Donc la en réponse mettant en courte place... est bien, parce qu'il nous reste 5 minutes. Très bien. Merci. On peut d'ailleurs déborder peut-être sur l'autre thématique qui est la partie marketing, vente, communication, gestion des fans. Je pense qu'on peut aussi en... Je pense que je vais essayer de me positionner entre les deux, comme ça fera une bonne transition. En fait, aujourd'hui, ce qu'on trouve sur les outils de marché, et je vais parler au moins de ce que nous faisons actuellement, c'est d'essayer de transposer des qualités humaines intrinsèques, comme la qualité de savoir écouter, à des qualités de l'entreprise. Donc aujourd'hui, ce qu'on a de plus en plus, eh ben, on voit que les entreprises et les clubs, ils sont de plus en plus à l'écoute de leurs clients et de leurs fans. Et sur cette écoute-là, on est de plus en plus outillé pour dégager l'émotion sur ces interactions-là. Et il est communément reconnu que plus on est connecté émotionnellement à une équipe ou à une entreprise, plus la valeur de la brand augmente et plus on achète. Et donc aujourd'hui, les outils du marché, que ce soit Microsoft ou autres, mais aujourd'hui ils sont disponibles pour rester vraiment à l'écoute de ses clients, savoir la tendance générale, est-ce qu'on est dans une tendance plutôt positive ou dans une tendance négative, pour être capable de réagir et améliorer la tendance, mais encore plus, être vraiment à l'écoute et être capable de raffiner pour récupérer les informations telles que les suggestions ou les propositions d'offres ou les attentes des clients pour pouvoir réagir immédiatement sur la création d'offres. Et bien sûr, c'est exactement ce qui se passe au niveau sport aujourd'hui et dans le football. Et si on pense à la communication, marketing, dans le football aujourd'hui, il y a des choses absolument extraordinaires qui se passent. Par exemple, donc les clubs forcément sont présents sur les réseaux sociaux, ils sont présents au niveau commerce, bien évidemment. Mais il y a des phénomènes qu'on n'a pas anticipés au niveau des clubs, par exemple. Si on reste avec Real Madrid, okay, disons, pour ne pas être chauvin et parler des clubs anglais. On va rester avec le Real Madrid, qui est un grand club de football, évidemment, très connu. Le Real Madrid, sur Twitter... Attends, je vais regarder quelques chiffres, parce que en français, vous dites « mets-moi comme un poisson rouge ». C'est ça? Oui, parce que moi, en anglais, on dit « mets-moi comme une passoire ». Une passoire, vous dites ça aussi? En tunisien, vous dites quoi? Qu'est-ce Qu'est-ce? J'ai une mémoire comme une qu'est-ce. Non, ce qui est intéressant de remarquer, c'est par rapport au Real Madrid. Real Madrid existe énormément sur les réseaux sociaux, évidemment. Pour son marketing, pour sa vente, évidemment, ils ont plein de choses à vous proposer si ça vous intéresse. Sur Twitter, Real Madrid a 21 millions de gens qui suivent le compte Twitter aujourd'hui de Real Madrid. Vous pouvez me dire, 21 millions, c'est pas mal déjà. Sur Facebook, c'est beaucoup plus, évidemment. Mais sur Twitter, la star de Real Madrid, un seul joueur, Cristiano Ronaldo, lui, il est à presque 50 millions de suiveurs sur Twitter. Sur Facebook, que j'ai regardé avant de venir, un de ses derniers posts a été liké par plus de 117 millions de personnes. Un seul joueur a beaucoup plus de puissance que le club, que l'institution pour laquelle il joue. Donc ça pose toutes sortes de problèmes pour le club, ça pose toutes sortes de propositions intéressantes pour le joueur et son entourage. Et quand on met ça en contexte un petit peu, 50 millions sur Twitter pour Cristiano Ronaldo, le New York Times aujourd'hui a 30 millions, la BBC, le News BBC, 7 millions. Le Monde, le journal français, on est à 6 millions. L'équipe, à peine 4 millions.
Bref, vous mettez presque tous ces grands journaux, ces sources d'informations ensemble, vous n'avez toujours pas le nombre de followers de Cristiano Ronaldo. Ils ont d'accord. Oui, bah, moi non plus, je dois dire. Mais Cristiano Ronaldo donc, a une force de frappe à lui tout seul qui est absolument extraordinaire et ça fait réfléchir évidemment dans le secteur et ça fait réfléchir à tous les niveaux. Et je ne sais pas, Jean-Pierre, si vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, vous auriez pu être à la place d'un Cristiano Ronaldo. Comment vous auriez géré tous ces gens qui vous suivent? Comme lui, je pense. Comme lui, je pense. Non, moi, alors tout simplement, moi j'ai un compte Twitter où je suis suivi par 160 000 followers. Ce n'est pas assez. Non, bien sûr, c'est pas assez. Suivez-le sur Twitter, s'il vous plaît. Faites-le tout de suite. Mais je suis pas... 104 parce que j'y suis plus en fait. Mais Vous n'êtes pas assez présent. Sur ma page Facebook officielle, il y a 41 000 followers. Mais ça me suffit très bien. Mais je ne suis pas quelqu'un des réseaux sociaux. Ce n'est pas ma génération. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal par rapport à ça. Mes enfants en ont beaucoup moins que moi. Mais c'est vrai que si je jouais aujourd'hui, certainement que je gérerais comme lui, c'est-à-dire au tweet, je mettrais une petite photo de temps en temps, un petit post, et puis voilà. C'est comme ça, c'est la génération d'aujourd'hui, il faut vivre avec. Et moi, je trouve qu'ils vivent plutôt pas mal avec. Après, bien sûr, il y a des débordements, style Aurier, etc. C'est ridicule, mais c'est dangereux. Il faut savoir que c'est bien, dans un sens, c'est dangereux dans l'autre. Et quand tu es footballeur professionnel, tu dois faire attention à ton image, à ce que tu vas dire, ce que tu vas faire. Et je pense qu'il y en a, ils n'en sont pas conscients. Du moins, pas suffisamment. Oui, parce qu'évidemment, lorsqu'on fait un petit tweet comme ça, on peut penser que ça va... Parfois, le mec, il pense juste à son entourage qui va le lire pour rigoler. Il faut qu'il mette en tête qu'il y a le monde entier qui le regarde. Alors bon, toutes les bonnes choses ont une fin, donc on va passer dans la conclusion maintenant de ce panel. J'aurais aimé céder la parole à Aziz peut-être, puisque dans les exemples on essaye depuis le début de ce panel à faire le lien entre le monde du foot et le monde de l'entreprise. Et je pense dans la stratégie de communication de Marc d'Ourido, c'est quelque chose qui est très présent aussi. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous avez fait et pourquoi vous vous servez de l'image du foot? Absolument. Bon, je vois des clins d'œil depuis tout à l'heure, il faut faire vite. Donc, juste avant, quelques mots. Moi, je pense qu'il y a un élément important en termes d'analogie qu'on n'a pas abordé, qui est la culture d'entreprise par rapport aux valeurs du foot. Et moi, j'ai la chance d'évoluer dans un secteur qui est celui de télécommunications, et je pense que c'est pareil pour mes collègues au niveau de la technologie, où on a un sentiment d'appartenance hyper fort dans les entreprises dans lesquelles on évolue. Donc c'est parfois, on nous dit même que c'est limite sectaire, mais dans le bon sens, mais on est très soudés, on a l'esprit d'équipe, on fait face aux attaques, aux contre-attaques, etc. Donc c'est quelque chose qui est propre au football, avec toutes ses valeurs, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui doit être souligné, et l'analogie est très pertinente. Sinon, pour conclure, comme tu me l'as demandé, donc je vais faire vite, Oulid, nous, on a une histoire d'amour, si j'ose dire, avec le football. Donc on est positionné sur le football d'un point de vue global. En tant que marque globale, présente dans plus de 14 pays, on est sponsor du PSG, on est également de Messi, donc qui pour nous incarne un petit peu le football aujourd'hui au niveau mondial. On est également sponsor de 3 clubs en Tunisie qui sont le club africain, l'Étoile sportive du Sahel et le CAB. On est également présent à travers nos académies, nos propres académies de football, que ce soit Oulid Football Academy, Juventus Academy, etc. Donc on fait énormément de choses sur le football parce que c'est quelque chose qui incarne des valeurs qui nous sont chères, qui sont justement ces notions d'engagement, de tolérance, de respect, voilà, qu'on a envie, et de rapprochement aussi, de rapprochement entre éliminer les frontières entre les personnes, entre les pays, etc. Donc c'est quelque chose qui nous caractérise parfaitement. Après, je pense qu'on n'aura pas le temps de montrer une petite vidéo, mais c'est pas grave. En conclusion, j'aimerais juste vous lire un poème, très rapide. C'est un grand poète qui, en parlant de business et décision et de l'événement d'aujourd'hui, a dit « J'espère que vous avez passé un beau moment. Nous avons voulu être sérieux et divertissants, professionnels et innovants. Et n'oubliez pas dorénavant que pour tous les sujets du moment, à Business et Décision, vous trouverez les sachants. » Merci beaucoup. Voilà.